Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Désolé, on a eu des petits soucis de connexion. Non, il n'y a pas de souci, mais apparemment quelqu'un a démarré le live, donc on est en live dans la conférence. D'accord. Voilà Vanessa. Bonjour. Bonjour Vanessa, vous nous entendez? Non. Alors, l'image est parfaite Vanessa, mais pas le micro. C'est quoi? J'en ai aimé. L'essentiel c'est de participer, mais je participe pas. Et je pense que tu vas être obligé de force. Hein? De force. Quoi? Tu vas devoir. Faut y rester. Oui. Et je pense que ça va se décanter dans ta tête. Nous attendons aussi Frédéric Brault qui devrait se connecter. Ah, mais. C'est normal, hein? Ouais, mais au moins, toi, tu m'as appris des trucs. Parce que quand je disais souvent à Mathieu, comme je suis là, on ne sait pas beaucoup combien il n'entend pas. Ah oui, mais comme je suis là. Oui, mais il faut faire le faire avec. Je suis déçue. Voilà. C'est pas très sympa. J'adore le commentaire de Monsieur Lantoine. Vous avez raison, c'est un petit quart d'heure institutionnel. Il faut juste qu'on arrive à se caler parce qu'en réalité, on a le support. Donc normalement, pour les intervenants, vous avez au-dessus des petites images à gauche un petit plus qui vous permettrait de charger le support si vous l'avez par devers vous. Il nous manquerait qu'une seule personne pour pouvoir commencer. On va essayer de faire durer un peu moins que le quart d'heure évoqué par Monsieur Lantoine. Du coup, je vais voir si. Bon, je pense qu'on va commencer là à m'envoyer un message. On va pouvoir présenter sa partie. Vanessa, du coup, tu... J'ai réussi à vous rejoindre. Ah, ça y est, ouais, super. Alors attendez, désolée. Hein.
J'essaie de partager le support, du coup, voir ce que ça... Alors, je ne sais pas si je vais voir le fil de discussion après partage. Si, ouais. Après, ça dépend à qui. Ouais, j'aimerais bien dans les mois. C'est plutôt facile. Ouais, non. C'est ça. C'est pas ça. Est-ce que le support est bien partagé? Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Si vous pouvez juste l'indiquer. En tout cas, Nicolas, on le visualise bien, non? Oui, oui, on le voit bien, hein. Très bien, Super. Il est en haut. parfait. On va pouvoir commencer? Ouais. Ok. On est bon. Eh bien, merci à vous de vous être inscrit pour cette conférence sur la DSN fonction publique. Donc, pour les 3 fonds que nous gérons à la Caisse des dépôts, enfin, les 3 fonds principaux de retraite, la CNRACL, le RAF et l'IRCANTEC. L'objectif de cette conférence, c'est de vous donner quelques éléments sur les contrôles qu'on peut effectuer sur ces déclarations et essayer de faire en sorte d'optimiser la qualité des données qui sont transmises et limiter les anomalies qui pourraient être générées derrière. Donc, je vais vous présenter un peu le sommaire de cette présentation qu'on va faire à 3 voix. Et vous pouvez aussi poser vos questions, bien sûr, dans le fil de discussion. Donc, une première partie qui va être présentée par Frédéric Brault, qui concerne plutôt la plateforme employeur public, PEPS, et les différents services qu'on va pouvoir y retrouver et qui sont associés à la DSN. Et ensuite, on va développer les différents contrôles qui sont opérés pour ces 3 fonds, donc sur l'identification de l'employeur, les contrôles de cohérence globale au sein de la déclaration, les contrôles d'identification qui peuvent être réalisés sur les agents et sur leur affiliation auprès des fonds, les contrôles sur les périodes et les carrières déclarées, donc qui vous sont là aussi retranscrits sur votre plateforme PEPS, et une dernière partie sur la documentation utile qui aide au paramétrage des fichiers DSN et les différentes fiches consignes qu'on peut mettre à disposition pour vous aider dans la déclaration sur ces 3 fonds de retraite. Donc bonjour à tous. Je vais en effet présenter brièvement en fait le contexte, hein, vos accès en fait à la gestion des DSN sur vos périmètres au travers de la plateforme employeur public et donc les spécificités, hein, qui sont associées à cette plateforme. Donc déjà pour évoquer la documentation et les services PEPS qui sont associés à la DSN, la particularité, c'est qu'en effet, on assure la gestion de la DSN au titre de différents régimes et vous retrouverez les informations relatives à chacun de ces régimes, qu'il s'agisse de la CNRACL, du RAF ou de l'IRCANTEC, sur les sites institutionnels, hein, sur les différentes rubriques que vous connaissez déjà sans doute, qui vous orientent à la fois vers évidemment toute la documentation utile au titre de la gestion de la DSN. Donc la particularité pour
accéder en fait à PEPS et à l'offre de services relative à la gestion de vos déclarations via PEPS, c'est que l'idée c'est de s'inscrire à PEPS, si ce n'est pas déjà le cas, avec vos identifiants net entreprise, puisqu'en fait l'accès à PEPS, à la plateforme employeur public, qui est gérée par le gestionnaire Caisse et Dépôts, est simplifié à partir du moment où vous accédez avec vos identifiants net entreprise et vous n'avez pas besoin en fait d'avoir une attente ou un délai qui normalement est de 8 jours pour vous connecter à PEPS dès lors que vous êtes évidemment reconnu sur l'espace net entreprise. Donc, dans PEPS, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un ensemble de services en ligne, donc associés à la DSN, avec notamment 2 services spécifiques qui sont la synthèse des anomalies DSN et de la situation financière. L'idée, c'est d'avoir véritablement une synthèse des éléments à la fois de cotisation et de déclaration, et notamment au travers d'un onglet spécifique à vos anomalies, le détail des anomalies par type d'anomalie sur chacun des régimes et surtout la capacité que vous aurez à extraire en fait un fichier en format XLS avec le détail de vos anomalies. Et puis, il y a une spécificité au titre de la CNR, c'est que vous avez également accès à un service qui s'appelle agent affilié à la CNR, où vous avez l'ensemble des agents affiliés, et notamment avec la particularité de l'affiliation qui est effective au bout des 4 mois. Et de la même façon, vous avez accès en fait à une restitution en format Excel pour ensuite travailler sur ces différentes données. Vous retrouvez la documentation sur l'ensemble de guides des bonnes pratiques, DSN, des corrections d'anomalies, avec évidemment des fiches pratiques par type d'anomalie. Et puis surtout, en cas de questions et d'échanges avec nos équipes, vous avez accès via PEPS à des formulaires de contact, via un motif déclaration DSN, et vous y accédez à travers de la messagerie. On a évoqué, alors pour ceux qui ne sont pas inscrits à PEPS, vous y accédez avec vos identifiants. La particularité qu'il faut avoir en tête depuis le mois de juillet, c'est que l'accès à PEPS a été sécurisé. Et vous avez besoin, en fait, désormais d'avoir notamment un numéro de téléphone fixe ou mobile qui est obligatoire, qui est une donnée nécessaire désormais pour accéder à PEPS, puisque vous n'accéderez à PEPS que dès lors que vous aurez reçu un code OTP de sécurité. Donc, ça permet de sécuriser l'accès à PEPS et surtout de s'assurer que seules les personnes habilitées peuvent y accéder à titre personnel en tant que gestionnaire d'un employeur public. On a évoqué alors après, en effet, vous retrouverez dans la présentation les modalités d'accès. Là, l'objectif n'étant pas de décrire la modalité d'accès à PEPS, mais tout simplement on vous a détaillé dans la présentation les modalités en fait d'inscription de votre numéro de téléphone et notamment de réception et de gestion du code OTP. On retrouve ensuite, alors on était sur Nicolas, on était plutôt sur le slide précédent. Pour préciser que vous allez retrouver vos services à la fois sur la thématique déclaration, où évidemment vous allez retrouver l'ensemble des services au titre de la gestion de la DSN, qu'il s'agisse de la SN, mais ce sera détaillé juste après. Au travers de la thématique cotisation, vous avez accès au compte financier employeur. Et puis, dans la thématique carrière, vous retrouverez en effet le service des agents affiliés à la CNR, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ainsi que l'accès au compte individuel retraite des différents sur vos périmètres. Nicolas, juste après, mais pour le coup, on a déjà passé ce slide. Vous retrouvez en effet les visuels des 2 services que j'évoquais tout à l'heure sur les agents affiliés à la DSN et la synthèse des anomalies, qui sont en fait des data visualisations avec la particularité de pouvoir en effet extraire les données qui vous concernent pour ensuite en effet pouvoir plus simplement opérer sur les différents types d'anomalies. Et j'ai fait la blonde.
Je cherchais à ajouter. Je vous donne la main, Nicolas, Vanessa, pour Oui. les différentes spécificités sur les différents sujets. Oui, bonjour. Donc, alors moi, je vais vous parler, la deuxième partie, c'est par rapport à l'identification de l'employeur. Donc, en fait, on effectue à Ircantec, la CNRACL et la RAF, des contrôles d'identification employeur. Donc, ils ont des libellés différents selon le fonds, mais en fait, les contrôles se font sur les mêmes rubriques. Donc, donc l'employeur, enfin, en fait, s'il y a anomalie, en fait, s'il y a incohérence, pardon, on déclenche l'anomalie. Donc, par rapport en fait à l'employeur qui n'a pas pu être identifié. Donc, soit parce que le SIRET, en fait, il n'est pas connu chez nous, ou alors c'est qu'il n'y a aucun contrat d'immatriculation qui existe pour ce SIRET. Donc, dans ce cas-là, il faut, dans un premier temps, vérifier votre paramétrage et le corriger pour que les prochaines DSN, elles soient OK. Donc, au niveau de la rubrique S21 G0006.002, donc le NIC est entreprise, et la rubrique S21 G00.11.001 au niveau de celui où l'agent travaille. Ouais, Nicolas, tu peux... Merci. Et donc, par contre, au niveau de la DSN en anomalie chez nous, en fait, il faut, en fait, c'est soit, en fait, le gestionnaire qui va intervenir. Donc, en réaffectant la déclaration, en fait, il va corriger la déclaration et la mettre sur le bon SIRET de l'entreprise. Ou alors, abandonner la déclaration, en fait, suivant si elle est vraiment adressée à tort chez nous. Voilà, et si c'est le cas où la collectivité n'est pas immatriculée, en fait, chez nous, eh ben, il faut faire le nécessaire, via la plateforme PEPS. Donc vous pouvez, là, vous avez les liens, en fait, vers les fiches de paramétrage. Donc CNRACL, RAF, puis Ircantec. Et puis, la fiche aussi consigne pour identifier les établissements, entreprises. Donc moi, je vais évoquer maintenant les contrôles de cohérence globale qui sont opérés sur la déclaration. Donc une fois qu'on a réussi à identifier l'employeur, on va faire des contrôles au sein de la déclaration DSN. Donc c'est vrai qu'avant, on opérait des contrôles par rapport à votre compte financier employeur. Et au vu de la volumétrie de déclaration, donc à minima 12 par an, on a décidé de mettre en œuvre des contrôles intrinsèques à la déclaration que je vais vous détailler juste après. Donc celui-ci est commun à la CNRACL et au RAFP. Donc ça concerne l'exercice qui n'est pas présent dans votre compte financier employeur. Donc ça peut être lié au fait que vous soyez immatriculé mais que vous n'ayez pas eu d'agent ou d'affilié depuis un certain temps. Et vous en recevez un tout récemment. Donc il faut que le compte financier soit ouvert à notre niveau. Donc ce que peut faire le gestionnaire, c'est recycler votre déclaration après avoir ouvert l'exercice sur votre compte financier employeur, et là, il ne vous contacte pas, il n'y a pas d'action de votre part à faire, ou abandonner votre déclaration si jamais elle était reçue à tort. Donc, ça arrive en fonction des paramétrages que vous avez pu mettre en œuvre, qu'on reçoit des déclarations à tort, et là, le gestionnaire peut également l'abandonner. Alors là, c'est un contrôle qui est propre à la CNRACL et qui est un contrôle chronologique, c'est-à-dire qu'on va intégrer une déclaration, enfin les déclarations dans un ordre chronologique, puisqu'en fonction de ce que vous pouvez déclarer à l'intérieur de votre déclaration, voilà, il y a un certain nombre d'événements qui peuvent être déclarés dans les blocs 60 ou 65. Et pour qu'ils soient bien intégrés, il faut que ces derniers soient intégrés de manière chronologique. Donc on ne va pas pouvoir intégrer, par exemple, la déclaration de novembre si on n'a pas reçu celle d'octobre. Donc il y a des cas où ça peut être justifié. Hein, si vous avez affilié un agent tout récemment, donc on reçoit une déclaration en cours d'année, là c'est tout à fait justifié, le gestionnaire peut l'intégrer, la forcer. Par contre, si jamais il s'agit d'un oubli de votre part, voilà, il faut veiller à transmettre les déclarations dans les temps. Donc, comme je le disais, en fonction du cas, ça peut s'avérer tout à fait justifié. Là, le gestionnaire intervient
Donc, recyclez votre déclaration après la réception de la DSN manquante. Voilà, s'il s'agit d'un oubli, vous pouvez procéder à un dépôt, même s'il est tardif. Et là, on recyclera la déclaration en anomalie après avoir intégré celle qui est manquante. Le gestionnaire peut forcer votre déclaration si c'est un nouvel établissement, quand vous créez un SIRET ou vous changez de SIRET, dans le cas d'une fusion par exemple. Vous pouvez aussi régulariser les montants qui n'auraient pas été déclarés sur une DSN manquante lors d'une prochaine DSN. Et à réception, le gestionnaire va forcer votre déclaration. Et on peut également l'abandonner si jamais il s'agissait d'une transmission à tort. Donc là, ces deux autres contrôles, ça vient contrôler les montants de cotisation qui sont déclarés en moyenne pour un agent. Et elle va se positionner en anomalie si le montant moyen par agent dépasse les 3 000 €. Alors, on estime que par rapport aux grilles indiciaires de la fonction publique, si les montants excèdent ce seuil de 3 000 €, c'est un contrôle qui est à opérer de notre part. Donc ça peut être justifié, par exemple, quand il y a des rappels qui sont déclarés sur un seul mois, vous avez oublié des mois précédents, vous déclarez tout sur une DSN qui globalise plusieurs échéances. Donc là, le gestionnaire va forcer la déclaration après s'être assuré que c'est conforme avec ce que vous déclarez. Il peut également forcer la déclaration après correction des éléments financiers sur une DSN suivante. Donc là, pour corriger les montants, c'est via les blocs 78 et 81. Donc ça peut être forcé après régularisation sur une DSN ultérieure. Et il peut également abandonner la déclaration si par cas les montants étaient erronés et si vous avez aussi modifié les montants via le service PEPS que détaillait Frédéric Brault tout à l'heure, via le service de cotisation individuelle. Donc, si vous devez effectuer une régularisation via des blocs 78 et 81 sur une année antérieure, il y a un dispositif particulier qui est détaillé en lien ici et qui est repris aussi dans le guide des bonnes pratiques dont vous aurez le lien en suivant. Donc là, c'est un petit peu la même chose, mais pour le RAF, avec des seuils qui sont différents, puisque ce n'est pas du tout le même montant de cotisation qu'on attend pour ce fonds-là. Donc là, c'est pareil, si une déclaration avec une moyenne par agent excède le seuil de 500 €, la déclaration est positionnée en anomalie pour que le gestionnaire s'assure que les montants soient cohérents. Alors ça peut être justifié, comme on le disait, si vous déclarez plusieurs mois sur une seule échéance, s'il y a un rattrapage de cotisation sur une seule échéance. Donc là, le gestionnaire peut forcer votre déclaration. Il peut également forcer votre déclaration après modification des montants, si jamais ils étaient erronés. Donc là, toujours pareil, ce sont les mêmes blocs qui sont en question. Le bloc 78, la base assujettie, et le bloc 81, cotisation individuelle. Et il peut aussi abandonner votre déclaration si par cas les montants étaient adressés à tort ou erronés. Donc le dispositif de régularisation sur un exercice antérieur, ça s'applique à l'identique sur la CNR et le RAF. Vous avez le lien ici aussi en bas de page. Là, c'est un contrôle aussi de cohérence de montant pour le RAF, puisque les taux de cotisation sont identiques en part salariale et en part patronale. On est à 5% de chaque côté. Donc on va avoir ce contrôle-là qui va se déclencher, montant de la déclaration incohérent, dès lors qu'on va avoir une divergence de montant entre la part salariale et la part patronale, ou si la déclaration est à 0. Donc là, toujours pareil, le gestionnaire peut forcer votre déclaration si les éléments sont corrigés via des blocs 78-81, forcer la déclaration si le montant est justifié, et abandonner la déclaration si par cas elle était transmise à tort. Donc voilà, tout ce qui était contrôle de cohérence globale, c'est plutôt sur les montants de la déclaration ou en lien avec votre compte financier employeur. On l'a vu sur la création de l'exercice dans votre compte financier employeur. Et une fois qu'on a passé tous ces contrôles-là, on peut passer au contrôle suivant qui sont joués sur l'identification et l'affiliation des agents. Donc on a un premier niveau de contrôle qui va concerner les données d'identification de l'agent, donc tout ce qui est état civil, NIR, nom de famille, prénom, etc., qui là sont déclarés dans les blocs 30 de la DSN. Et il y a un autre niveau de contrôle qui est englobé là-dedans et qui concerne l'existence du contrat d'affiliation de l'agent et du lien qu'il y a auprès de l'employeur qui le déclare. Donc bien sûr, les données NIR, nom de famille sont obligatoires. On rappelle que le NTT, donc le numéro technique temporaire,
n'est pas une donnée recevable et ne peut pas générer des droits pour les agents qui sont déclarés avec ce NTT. Donc, je crois qu'il y a une fiche consigne qui l'évoque et qui rappelle que le délai de 3 mois maximum est toléré pour l'utilisation de NTT. Et ces deux niveaux de contrôle visent à détecter une anomalie et peuvent donner lieu à la création ou à la mise à jour automatique du contrat d'affiliation. Donc c'est vraiment l'ADSN qui va permettre la mise à jour du contrat d'affiliation de l'agent. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de paramétrer ces données-là de manière optimale. Donc on vous a recensé un petit peu les anomalies les plus récurrentes sur ces contrôles-là, d'identification et d'affiliation des agents. Donc on a l'état contrat KO, qui là va concerner des agents qui sont déclarés avec un code régime de base qui n'est pas celui de la CNRACL. Voilà, nous on attend la valeur 120 dans la rubrique 40020. Et donc nous, des fois, on reçoit des agents qui dépendent de la CNAV ou d'un autre régime. Et là, ça génère ce type d'anomalie-là. Un autre libellé qui est fréquent, c'est ECP, état contrat KO, et là va plutôt concerner les problématiques de déclaration des agents détachés. Donc les agents détachés sont déclarés par les deux employeurs, les employeurs d'accueil et d'origine, avec un paramétrage bien spécifique, donc qui est rappelé dans les fiches consignes et dans le guide des bonnes pratiques que vous allez trouver en fin de document. Et là, c'est vraiment important en tant que collectivité d'accueil d'alimenter le bloc 40 et la rubrique 066 avec les bonnes données pour qu'on reçoive vraiment la bonne déclaration en fonction du type de détachement de l'agent. Donc voilà, il y a des détachements qui conduisent à pension ou autre, et ça ne nécessite pas le même paramétrage. Donc tout ça est rappelé dans la fiche consigne. Et on a une autre anomalie qui est très représentée, qui concerne le seuil IPP. Donc c'est les agents intercommunaux, polyvalents ou pluricommunaux, et notamment dans la fonction publique hospitalière, avec des déclarations de temps non complet, qui n'est pas une modalité d'exercice réglementaire, en tout cas pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Donc c'est une autre typologie d'anomalie qui est assez représentée sur ce niveau de contrôle. Donc là, c'est un petit peu les problématiques liées au NIR qu'on évoquait tout à l'heure, quand on déclare un NTT, ou le fait que le NIR ne soit pas renseigné. Donc c'est tout ce qui est lié à l'identification de l'agent. Donc on rappelle ici les fiches consignes dédiées sur cette thématique-là. Et ici, vous avez, en cas d'erreur sur les données du bloc 30, la nécessité de modifier votre logiciel de paye pour éviter que ces anomalies se génèrent tous les mois. Et si par cas, nous avions des déclarations, enfin des données erronées, puisque nous, on fait un comparatif avec les données SNGI, ne pas hésiter à contacter l'adresse que vous avez ici, donc qui est le service en charge de la certification du référentiel client, pour que nous puissions rectifier les données et éviter de générer ces anomalies. Voilà, sur tout ce qui est problématique d'état civil, voilà, c'est les mêmes fiches consignes qui vont détailler un petit peu le paramétrage attendu et en cas d'erreur pour les données du SNGI, voilà, vous avez le rappel de l'adresse mail du service qui est en charge de faire les modifications. Donc on a évoqué les anomalies de cohérence globale au niveau financier dans la déclaration, les anomalies d'identification des agents. Une fois que ces deux niveaux de contrôle sont passés, on va passer au contrôle des périodes qui sont déclarées, avec on va dire une prédominance sur la CNRACL, puisque vraiment les données carrières ont un fort impact sur le droit qui est ouvert aux agents et en termes de liquidation. Donc c'est là où il y a des contrôles qui sont opérés et qui sont peut-être plus représentés pour les agents. Donc vous avez accès à ces anomalies dans votre espace personnalisé PEPS dans la partie carrière, dans la thématique carrière. Là, on vous a représenté les 3 anomalies qui sont le plus représentées pour les fonctionnaires de la CNRACL. Donc on a des anomalies de chevauchement. Et cette anomalie se déclenche quand un agent a plusieurs carrières sur une même période sans justification. Donc on a dans le guide des bonnes pratiques identifié 4 grands cas de figure où elles vont se générer et comment les modifier. Une autre anomalie qui est très représentée, c'est sur le taux de rémunération de l'agent.
Donc, le taux de rémunération est déclaré dans cette rubrique-là, la 51014, et elle est attendue en cas de déclaration d'un arrêt de travail, donc via les blocs 60, ou d'un bloc suspension, les blocs 65. Et on attend certaines valeurs en fonction des arrêts de travail ou des suspensions. Et cette anomalie met en avant des incohérences entre les taux de rémunération renseignés et les arrêts de travail et de suspension déclarés. Donc là aussi, vous avez une fiche consigne qui évoque les différentes valeurs attendues en fonction de l'arrêt de travail ou de la suspension. Et dernière anomalie qu'on a voulu vous mettre en avant, qui est la plus représentée, c'est lié à la modalité d'exercice. Donc là, elle met en avant l'impossibilité pour la CNRACL de recalculer la modalité d'exercice au sens du droit à retraite. Donc il faut savoir qu'il existe, je crois, 17 modalités d'exercice pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, et que ces 17 modalités sont déterminées, on va dire calculées par le système en fonction de différentes rubriques. Et ça nécessite du coup un paramétrage particulier et optimal dans le fichier DSN pour affecter la bonne modalité d'exercice à l'agent. Et c'est pour ça que c'est une des plus représentées, c'est que c'est avec les 17 modalités qui existent, si le paramétrage n'est pas optimal, ça peut générer ces anomalies-là. Donc souvent, elle est due à l'absence de la rubrique nature du poste, donc la rubrique 40053. Et cette donnée doit être renseignée pour préciser si l'agent exerce sur un poste à temps complet ou non complet. Alors, même chose pour l'Aircantec, en fait. Il y a des contrôles qui sont effectués, en fait, lors du chargement des données dans la carrière de l'agent. Donc, celles-ci, vous pouvez aller les voir les consulter sur la plateforme PEPS, dans l'onglet Anomalie période, du service compte individuel retraite Ircantec. Et du coup, service compte individuel retraite, mettre à jour la carrière Ircantec d'un agent. En fait, l'objectif, c'est que ces anomalies, elles soient corrigées via une DSN suivante. D'autant plus qu'on peut pas, vous n'avez pas la possibilité de les corriger sur une période de l'exercice en cours. Donc voilà. En dessous, vous pouvez voir la typologie en fait des anomalies que je vais dérouler dans les slides suivantes. Donc je vais bien, ouais, merci. Donc du coup la 257, voilà, ça va pas trop vous parler, mais parce que c'est des codes, mais donc la 257.2 et la 257.3. Donc en fait, c'est des anomalies qui sont dues par rapport à la date de début de la période déclarée, qui ne peut être antérieure à la date de création du statut professionnel. Donc en fait, pareil au niveau de la correction, il va y avoir une partie paramétrage, pardon. Donc à vous de faire le nécessaire au niveau de votre paramétrage pour les DSN suivantes. Et il y a aussi une partie en fait, correction dans la carrière de l'agent. Voilà, donc en fait, ça va être pareil pour toutes les slides suivantes en fait, une partie, correction, au niveau de votre paramétrage et une partie correction, dans la carrière de l'agent, sur PEPS. Donc la 260, donc là, on est sur la 261.1. Donc le motif de l'anomalie, c'est la somme des assiettes de cotisation tranche A et B qui ne doit pas dépasser le maximum autorisé, à savoir le 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Tu peux, ouais. Voilà. Donc là, on est sur les médecins, les codes anomalies pour les médecins, donc les 278. Donc en fait, on fait un contrôle sur la cohérence entre le statut médecin, le montant de l'assiette et la rémunération totale. Et en fait, en fonction du statut, il y a une anneau qui se déclenche parce qu'en fait, ils cotisent pas tous à la même chose en fait. Et donc la 259.1, donc la somme des assiettes déclarées en tranche A pour l'ensemble des périodes de l'exercice, elle ne peut pas excéder le plafond de la sécurité sociale. Et la C1.1, donc chez un même employeur et pour un même emploi ou mandat, en fait, le chevauchement des périodes de même nature n'est pas possible. Donc pas autorisé, quoi. Voilà.
le document. Oui, sur la dernière partie, chevauchement, on la retrouve aussi du coup sur la partie CNRACL et c'est vrai que c'est une des plus représentées. Donc là, c'est tout ce qui est documentation qu'on a pu évoquer tout au long de la présentation. Donc le guide des bonnes pratiques DSM qui est accessible sur votre espace PEPS. Sur cet espace PEPS, vous avez aussi le guide des corrections des anomalies de déclaration, un guide pour corriger les anomalies période CNRACL qu'on a évoqué. Donc on en a présenté 3, mais il y en a beaucoup plus et vous avez ici les modalités de correction. Alors d'une fois pour stopper le flux, donc c'est-à-dire mettre en place le paramétrage qu'il faut dans vos déclarations, dans vos fichiers DSM, et ensuite pour corriger le stock. Donc là, vous avez la possibilité de le faire donc soit via DSN, ou soit via les services dédiés dans PEPS, via la thématique carrière. Et voilà, pareil, par fond, vous avez ces différentes... bon, juste pour vous présenter un petit peu le guide de bonne pratique, parce qu'on l'a évoqué pas mal de fois. Je ne sais pas si ça va décrocher. Non, je ne sais pas. Alors, je mettrai le lien dans le fil de discussion. J'arrive pas à le partager. Mais vous allez retrouver ici pas mal de fiches pratiques pour déclarer le détachement, bien déclarer la modalité d'exercice des agents. En plus, bien sûr, des fiches consignes qui sont mises à disposition sur Net Entreprise et qui sont orientées fonction publique. Alors, je vois qu'on a plusieurs fois la question du support, savoir comment retrouver le support. Alors, je crois que Didier Kuhn l'évoquait tout à l'heure, que c'était via vos fenêtres. Si ce n'est pas le cas, peut-être mettre vos adresses mail si vous n'arrivez pas à le télécharger, mais je croyais que Didier Kuhn avait dit que vous pouviez le télécharger directement depuis la page. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions du fil de discussion. Alors n'hésitez pas à laisser vos adresses mail aussi. Là, je vois qu'il y a une question concernant plutôt l'IRCANTEC, j'ai l'impression, par rapport au plafond. Qu'on puisse vous répondre, puisqu'on va vous envoyer des liens vers le site de l'IRCANTEC qui précise justement théoriquement, quand il y a des employeurs multiples, ils sont censés se coordonner pour pouvoir se partager ce plafond-là. Donc on peut vous renvoyer les liens vers le site qui peuvent vous orienter. Alors apparemment le doc n'est pas comme lors des autres réunions. Il n'est pas accessible du coup. N'hésitez pas à mettre votre adresse mail. Je vois que Mme Mauret l'a inséré. Donc on a terminé nous pour la présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas du coup à poser vos questions ou dans le fil de discussion avec vos adresses mail, qu'on puisse vous répondre et vous transmettre le document, ou en tout cas on va se rapprocher des modérateurs de Net Entreprise pour voir comment vous mettre à disposition. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci beaucoup, bonne fin de journée à tous. Merci, bonne journée.